Bonjour, comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver après mes petites semaines de vacances. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir mes stories. J'étais en Normandie et je me suis bien reposé, je me suis bien éclaté aussi. Alors je me suis aussi amusé à compter les grains de sable sur la plage de Bréville et je suis arrivé à un chiffre à peu près à plusieurs milliers de milliards de grains de sable. Ça m'a occupé toutes les vacances. Bon, en fait, à chaque fois que je vais sur une plage, je me pose toujours la même question. En fait, je lève les yeux pour regarder le ciel. Il y a un chiffre qui est juste hallucinant, qui est une estimation scientifique, hein, bien sûr. L'estimation, c'est qu'il y a 2 fois plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur Terre. Désert, plage et dunes confondues. Enfin, c'est un truc de dingue. Moi, ça me donne le tournis. J'étais donc sur la plage en plein ébahissement métaphysique quand je me suis concentré sur ce qui était devant moi, les îles Chausey. Je regardais ces îles Chausey et ça me faisait penser à Robinson. Et saviez-vous justement qu'il y a une femme, mais ça c'est une histoire vraie, qui a vécu un peu comme Robinson Crusoe. C'est l'histoire d'une femme amérindienne qu'on a surnommée Juana Maria et qui a vécu plusieurs années justement sur une île toute seule, sur l'île de San Nicolas. Elle a survécu en mangeant des phoques, en s'habillant avec des plumes, et elle a été secourue vers le milieu du 19e siècle par des missionnaires, et surtout elle a été la dernière survivante de sa tribu. On l'appelait à l'époque la femme sauvage ou la femme solitaire. C'est une histoire étonnante, et elle a toute sa place sur ma chaîne. Voici l'histoire de Juana Maria. L'archipel Channel Islands se trouve au large des côtes californiennes dans l'océan Pacifique. Il y a 8 îles. La plus éloignée se nomme San Nicolas et appartient à la marine américaine. L'île est une base de tests et d'entraînement aux armes. Interdiction formelle d'y mettre les pieds. Sauf si vous y allez dans un but précis. Faire partie du programme de l'école californienne archéologique de terrain. Dans ce cas, la marine accorde le droit d'y venir pour se former à la préhistoire californienne. L'île de 54 km² a une longueur d'environ 11 km pour 3 de large. Sa circonférence mesure 42 km. On peut donc en faire le tour en une journée, pour peu qu'on soit un très bon marcheur, car l'île n'est pas plate et possède des ravins escarpés et des falaises dangereuses. D'ailleurs, elle n'a pas bonne réputation. Elle est balayée en permanence par des vents puissants et en grande partie dénuée de vie. Le conquistador Joao Rodrigues Cabrillo la découvre vers 1540 et en 1602, l'explorateur espagnol Sébastien Vizcaíno, le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, la surnomme San Nicolas. Du bateau, Vizcaíno aperçoit une tribu qui y vit, les Nicolenos, tribu Uto-Atsek appartenant au groupe ethnique Tongva qui vivent sur les îles sud de l'archipel. La tribu semble nombreuse. Vizcaíno parle de milliers d'individus. Mais aujourd'hui, celle-ci est malheureusement éteinte. Et pour cause. Lors de la colonisation du 19e siècle, les choses vont mal tourner pour cette tribu, victime, comme pour de nombreux peuples amérindiens, de la bêtise de certains hommes. Les premiers sont des chasseurs de la compagnie russe d'Amérique, qui, accostant sur l'île en 1811, vont s'apercevoir qu'elle regorge d'un trésor que les autres colons ont ignoré. Des phoques et des loutres y vivent en grande quantité. On peut en tirer de la viande, de l'huile, du cuir, et surtout des fourrures, qui sont très recherchées par les populations occidentales. Le massacre peut commencer, et les chasseurs russes, des rustres avides d'argent, vont y inclure de nombreux membres de la tribu Nicolenos, représailles normales pour eux, après qu'un des colons, un des leurs donc, a été tué par les insulaires. En quelques années, le massacre est efficace. Il ne reste plus que quelques centaines d'individus, impuissants face à la fureur des chasseurs. L'île se dépeuple en phoques, en loutres et en Nicolenos, et n'offre plus beaucoup d'intérêt aux Russes qui ont réduit leur trésor en peau de chagrin. Les pilleurs partent comme des lâches, laissant une île massacrée aux derniers habitants. Les deuxièmes destructeurs sont un groupe de prêtres franciscains qui vont finir le boulot des chasseurs en 1835, faire disparaître toute la tribu. Les historiens discutent encore de la véritable raison de l'expédition de ces hommes de foi sur l'île. Ont-ils de bonnes intentions? Convertir de nouveaux fidèles en emmenant toute la petite tribu sur le continent pour qu'elle embrasse la foi? Pourquoi ne pas les avoir laissés sur leur île dans ce cas-là? Ou bien, et c'est la raison qui semble la plus privilégiée aujourd'hui par les historiens, même si aucun écrit ne vient affirmer cette hypothèse, est-ce que ces prêtres avaient senti le bon filon pour exploiter une main-d'œuvre quasi gratuite et surtout très docile? Bien sûr, Dieu approuve ou pardonne toutes les actions pourvu qu'elles aillent dans le sens
de la conversion des infidèles. On a donc les restes d'une tribu élienne ancestrale qui se retrouve sur le continent, à la merci des maladies, dont les corps n'ont pas le système immunitaire adéquat et qui vont tomber comme des mouches. Aucun ne survivra. Ah si, une femme, une seule femme qui va se retrouver isolée sur l'île de San Nicolas. Cette femme n'a pas de nom, mais on lui donnera plus tard le nom de Juana Maria, nom de baptême qu'elle recevra un peu avant sa mort. Pour autant, on ne connaîtra jamais son véritable nom amérindien. On ne sait pas trop comment Maria s'est retrouvée seule sur l'île. Une version dit que pendant la traversée qui emmenait sa tribu sur le continent, elle serait tombée du bateau lors d'une tempête et aurait rejoint les rivages de son île. Une autre version dit qu'alors qu'elle était sur le bateau, encore proche de l'île, elle se serait aperçue que son jeune fils n'était pas avec elle. Elle aurait alors sauté de l'embarcation pour aller le récupérer. Et une troisième version dit que la femme, et peut-être son enfant, n'auraient pas pu monter dans le bateau faute de place. La vérité est certainement en entremêlant ces trois versions. Quelle que soit la version, la chose sûre c'est que cette femme est bien restée seule sur l'île. Et à Santa Barbara, la nouvelle devient rapidement l'objet de toutes les discussions, comparant la Nikolénos avec la célèbre histoire de Robinson Crusoe, le roman d'aventure de Daniel Defoe, publié en 1719, que je vous conseille évidemment de lire. Lors du retour des franciscains sur San Nicolas, impossible de remettre la main sur la jeune femme. Elle semble avoir tout simplement disparu. Elle est peut-être morte. On tente quand même durant plusieurs expéditions de la retrouver, mais en vain. Ce n'est qu'en 1853, soit 18 ans après, que George Nidever, un chasseur de loutres, connaisseur émérite des Channel Islands, alors qu'il parcourt l'île avec son fusil, tombe sur Maria. La scène est fascinante. La femme, âgée maintenant d'une bonne quarantaine d'années, vêtue d'une jupe en plume de cormoran, est en train de dépouiller un phoque. Elle a donc survécu et semble s'être adaptée à la vie en solitaire sur cette île déserte. Pour survivre, elle appliquait toutes les connaissances apprises par son peuple. Tuer des phoques et des canards pour manger, chercher la mousse, les herbes et les rares fruits comestibles, bâtir une hutte avec des os de baleine et des peaux d'oiseaux, se vêtir avec des plumes de cormoran, fabriquer ses outils avec des arêtes de poisson ou des os de loutre. Nidever, lui, est fasciné. La femme ne s'enfuit pas. Au contraire, elle sourit, s'incline, et bavarde dans un dialecte qu'il ne comprend pas. Il la décrit comme de taille moyenne, environ 50 ans, encore forte et active, le visage agréable, arborant un sourire continuel. Ils échangent alors avec un langage de signes et de grimaces, et l'amérindienne explique au chasseur que son fils a été tué et mis en pièces par des chiens sauvages présents sur l'île. Nidever, captivé, décide de l'emmener sur le continent. Elle n'objecte pas et emporte avec elle quelques objets dont des aiguilles en os et sa fameuse robe de plumes, objets qui malheureusement vont disparaître lors du tremblement de terre de 1906. Elle débarque donc en 1853 dans la ville de Santa Barbara. Quand elle arrive à Santa Barbara, elle devient l'attraction locale. Santa Barbara, quelques années avant, c'est une simple mission créée par justement les prêtres franciscains. Donc c'est quelques baraquements qu'ils ont construits, mais c'est pas encore la ville qui va exploser à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. 18 ans après, avec l'arrivée de Maria, on est sur une ville qui a un peu grossi. Il y a peut-être quelques centaines d'habitations, peut-être plusieurs centaines d'habitants, voire 1 millier d'habitants, donc c'est vraiment un petit village encore. Les petits journaux du coin la surnomment la femme sauvage et font sans cesse des comparaisons avec Robinson Crusoe. Personne ne comprend son dialecte. On va donc aller chercher des Chumash qui avaient fait du commerce avec les Nikolénos et des Tongva appartenant au même groupe ethnique que les Nikolénos, notamment sur l'île Santa Catalina, pour tenter de communiquer avec la rescapée. Mais la tentative échoue. La langue de Maria est incompréhensible même pour les autochtones. Qu'a ressenti Maria durant ses 18 années sur son île toute seule? On peut imaginer qu'elle était heureuse de revoir du monde car les témoins de l'époque évoquent une femme joyeuse, souriante, chantant continuellement. Elle se passionne rapidement pour les chevaux et le café et s'acclimate très bien sans opposition au mode de vie colonial. Elle est tellement à l'aise qu'elle chante et danse sans prévenir, ce qui amuse les curieux qui la sollicitent de plus en plus pour ses chansons. Pour autant, le mystère autour de sa véritable nature, sa séparation avec sa tribu par exemple, son fils disparu, sa longue période de solitude, n'auront aucune trace écrite.
aucun témoignage concret de sa part. On ne saura finalement pas qui elle était vraiment, ni son véritable nom. Et pour ajouter à cela, Juana Maria va mourir 7 semaines seulement après avoir débarqué à Santa Barbara. Son système immunitaire ne la défend pas assez contre une dysenterie. Les franciscains en profitent pour la baptiser sans son autorisation alors qu'elle est en train de vivre ses derniers instants. La maladie l'emporte le 19 octobre 1853 et elle sera la dernière femme de la tribu des Nicolénos. L'histoire de cette tribu millénaire aura donc succombé en quelques décennies à l'impitoyable colonisation du Nouveau Monde. Lone Woman, la femme solitaire, reste encore un mystère qui semble ne pas se dévoiler plus à notre soif de curiosité. Pourtant, Tom Holm, professeur d'anthropologie qui s'était passionné pour cette histoire alors qu'il était encore très jeune, avait réussi à identifier durant l'année 2011 la grotte dans laquelle avait vécu Maria et sans doute une grande partie de sa tribu. Holm, alors qu'il avait l'autorisation de la marine américaine pour débuter les fouilles, s'engagea à associer toutes les recherches archéologiques réalisées sur l'île avec les peuples autochtones descendants directs des anciennes communautés amérindiennes qui ont peuplé l'archipel. Les premières rencontres avec les représentants de ces peuples ont été marquées par une hostilité envers le chercheur. Mais à force de discussion et en présentant ses travaux de recherche, des liens d'amitié se renforcèrent au fur et à mesure. Pourtant, un jour, alors qu'il invite certains représentants sur le site de fouilles de la grotte, ces derniers écrivent une lettre le lendemain à la marine américaine pour faire stopper l'activité. Sur le site de la grotte, les représentants déclarent avoir été témoins de ce qu'ils considèrent comme des violations de la loi sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes, la NAGPRA, une loi fédérale de 1990 qui établit le droit des tribus et de leurs descendants à contrôler ce qu'il advient des restes humains et d'autres objets sacrés. Les recherches sont donc stoppées en 2015. Holm, lui, prend la décision avec sagesse. Il aurait pu fouiller la grotte et s'enrichir avec la vente des objets trouvés. Mais il avait choisi une autre voie, la voie du respect. Il déclarera quelques semaines plus tard « J'aurais été plus riche si j'avais fait l'inverse, mais je doute que je sois aussi riche que je le suis aujourd'hui. » La décision signifie que près de 500 restes humains et des centaines d'objets funéraires et sacrés bénéficieront enfin du respect et de la dignité qu'ils méritent depuis longtemps en vertu de la loi fédérale. Maria fut donc la dernière des Nicolénos. Et elle emporta avec elle toute l'histoire de sa tribu sur un petit bout de terre. Cette tribu qui jouit maintenant à nouveau du calme paisible de la vie sur l'île et du vent marin qui souffle sur les terres accompagné du chant des mouettes, sauf peut-être quand les bombes éclatent avec fracas et fumée lors des jours d'essai des armements de la marine américaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je suis désolé, j'ai des petites cernes au niveau des yeux, j'ai une petite allergie, je suis désolé. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, cette rentrée va être dingue. Donc suivez la chaîne, abonnez-vous, entrez dans les discussions, dans les commentaires. J'ai aussi bientôt une annonce à vous faire dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, bien sûr, je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous salue bien bas. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de continuer l'aventure avec vous. Bisous.